Très bien. Rebonjour à tous. Certaines personnes nous ont rejoints. Il y a encore quelques absents, mais on va pas retarder tout le monde. Au nom d'MDC, je vous remercie de votre présence donc à cet événement cybersécurité. Nous aborderons à cette occasion le gestionnaire de mots de passe. Donc, comment protéger votre entreprise d'évaluation de la donnée. Je vous propose dans un premier temps de reprendre un petit peu l'offre MD6 dans sa globalité. C'est 2-3 minutes, histoire de repositionner notre offre autour de cette thématique, entre autres. Et je passerai la main par la suite à Adrien et à Mansou, deux personnes de notre équipe cybersécu, qui vous expliqueront notre approche autour de ce sujet très précis, qui est le gestionnaire de mots de passe. Voilà, je vous remercie. En quelques mots, MD6. Concepteur de plateforme d'infrastructure, on se positionne comme un acteur global autour du SI sur l'ensemble des briques infrastructure, avec des niveaux de compétences qui peuvent nous emmener jusqu'à des compétences nationales, puisque nous sommes aujourd'hui en train de déployer des technologies sur le groupe SNCF, par exemple. Voilà, pour vous situer un petit peu notre position. Un positionnement avec une ADN technologique plutôt que commercial. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez à peu près de quoi je parle. Notre offre autour de MD6, mais aussi autour de IDMove, dans laquelle on y développe un certain nombre de métiers, dont l'IoT et un certain nombre de sujets comme la partie conteneurisation. Donc MD6 avec une présence au niveau national. Nous sommes basés sur Strasbourg, mais nous avons un certain nombre de nos clients sur le territoire, dans son ensemble, y compris même dans le sud de la France, où nous opérons sur un certain nombre de sujets. Un chiffre d'affaires cette année qui oscillera autour des 5 millions, une quarantaine de collaborateurs pour 150 clients actifs sur l'ensemble de notre activité. Donc notre ADN, plutôt plateforme IT avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un positionnement global avec des technologies très avancées, puisque dès 2014, nous sommes une des premières références du Nutanix en France en hyperconvergence. Aujourd'hui, certifié aussi sur des technos comme VxRail ou bien encore au niveau national sur Rubrik ou Commvault. Donc, une activité autour de la conteneurisation, elle-même abordée dès 2015 avec toute cette notion de conteneur, d'automatisation, avec des solutions comme Docker, mais aujourd'hui comme Kubernetes, et tout dernièrement chez MD6, une certification autour des technologies OpenShift. Voilà. Et enfin, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, la digitalisation, l'optimisation des usages métiers, répondre à des enjeux qualité, à des enjeux de ROI autour d'usages métiers, pour les numériser, pour les digitaliser avec des objets IoT. Et donc, nous en sommes concepteurs, c'est-à-dire de la carte mère jusqu'au développement du socle réplicatif, qui soit front ou back-office. Enfin, les expertises MD6 autour du service, avec l'audit, le conseil, l'intégration et le déploiement, mais aussi, et c'est essentiel aujourd'hui, sur toutes les approches en matière de support, d'assistance et de maintien en condition opérationnelle, pour vous accompagner sur nos projets dans leur continuité et non pas que en intégration, évidemment. Peut-être un certain nombre d'entre vous être présents, en tout cas il y avait les inscrits, alors, je ne sais pas lesquels sont précisément à ce moment présents ou pas, mais vous comptez à gauche certains de nos clients, que ce soit dans la région Grand Est ou bien encore en région parisienne ou ailleurs, on les a vus avec le Sénat. On a la chance de compter parmi nos clients effectivement le Sénat, Premier.fr, qui est un des plus gros sites autour de la thématique du cinéma, ou un certain nombre d'acteurs comme la société Laure Industrie, le groupe Aguerre, le groupe Aubert, voilà. Et nos partenaires en matière de technologie, qui évidemment sans eux, nous saurions vous apporter une offre complète en matière de déploiement des systèmes d'information. Voilà. Je vous remercie. Je clôt le chapitre présentation de MD6 pour passer la main à Adrien, qui va vous présenter maintenant avec Mansou notre offre autour de la cybersécurité et sur cette thématique plus particulière qu'est le coffre-fort. Voilà. Merci Laurent pour cette petite introduction. Voilà. Ok, donc je disais que pour présenter donc, le sujet concernant les gestionnaires de mots de passe et comment ils peuvent protéger votre entreprise des violations de données, eh bien, nous vous proposons donc de commencer premièrement par aborder l'actualité et quelques chiffres concernant le contexte actuel de la cybersécurité.
Ensuite, les avantages et le fonctionnement des gestionnaires de mots de passe. Ensuite, on fera un petit comparatif des solutions que nous proposons et parler aussi de l'intérêt d'avoir le duo YubiKey plus gestionnaire de mots de passe. YubiKey, on reviendra là-dessus pour ceux qui ne le connaissent pas. Et aussi finir avec notre offre et quelques questions-réponses. Donc, l'actualité qui date vraiment du 1er décembre, hein, donc c'est un truc très récent, ça concerne en fait une grosse fuite de données qui a eu lieu sur des comptes français. Alors, en réalité, c'est un pirate qui vend actuellement sur le dark web plus de 67 millions, 67,6 millions d'adresses email et mots de passe de comptes français, et le tout pour seulement de $210, donc environ 185 €. Et il faut souligner que parmi ces comptes, il y a environ 30 millions qui sont des 0D, c'est-à-dire qui sont des comptes qui n'ont jamais été publiés auparavant. Donc, ça fait de la nouvelle ressource, si vous voulez, aux attaquants. Et sachant qu'au 1er janvier 2021, la population française s'élève à 67,4 millions d'habitants environ, c'est un événement qui doit susciter une certaine méfiance et nous pousser à adopter les bons comportements et surtout les bons outils qu'il nous faut pour se prémunir de certaines attaques et ne pas être des victimes dans les prochains jours qui sont voilà, qui est de l'année 2022 qui arrive. Et il y a d'autres chiffres. Il y a d'autres chiffres comme ça, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est effectivement et bel et bien un mot de passe qui est toujours utilisé aujourd'hui par beaucoup de monde et qui n'est évidemment pas un bon mot de passe. Il y a la taille des mots de passe aujourd'hui qui n'est pas vraiment adéquat parce qu'on constate que beaucoup sont encore de 8 caractères, sinon même moins, alors qu'aujourd'hui, ces mots de passe sont sujets à des attaques dites de brute force. Une attaque de brute force, c'est juste en fait une attaque qui consiste à générer de manière automatique des combinaisons de mots de passe et tester automatiquement ces combinaisons-là sur des systèmes afin de pouvoir violer en fait ces comptes. Et aujourd'hui, avec 8 caractères et la puissance de calcul que nous avons, mais c'est plus du tout sécurisé. Donc, les recommandations sont vraiment de passer à plus que ça. Mais voilà, aujourd'hui, autre chose qui fait mal, en fait, dans les habitudes que nous constatons, c'est que la plupart vraiment des utilisateurs n'ont qu'un seul mot de passe qu'ils partagent sur tous leurs comptes, que ce soit même des comptes professionnels ou que des comptes personnels, c'est un seul mot de passe partout, ce qui est très dangereux. Parce que si on considère la fuite d'informations, par exemple, dont on vient juste de parler, si l'attaquant récupère juste un seul identifiant, donc un couple login mot de passe, par exemple, de cette liste qui a été publiée, et que c'est un utilisateur qui a utilisé le même mot de passe partout sur ses comptes, l'attaquant, il va juste se servir parce qu'il aura en fait tous les comptes plutôt de l'utilisateur qui seront à sa disposition et puis il pourra l'utiliser à des fins bien sûr malveillantes. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire attention dans les usages, que ce soit des utilisateurs lambda ou que ce soit encore plus des utilisateurs qui ont des privilèges assez élevés. Quand on revient dans le contexte des entreprises, il y a des cas où il faut partager des secrets, partager des identifiants entre des utilisateurs. Ça peut être des sous-traitants qui doivent avoir accès à des systèmes, ça peut être un stagiaire qui doit avoir accès peut-être à un système de manière temporaire, ça peut être des comptes d'administration pour accéder à des ressources plutôt sensibles. Donc, c'est en fait un ensemble de secrets qui est partagé au sein d'une entreprise. Mais la question, c'est est-ce que tous ces secrets sont partagés de manière sécurisée, de manière confidentielle? Donc, c'est vraiment des questions qui font que les statistiques révèlent
effectivement un manque de prise de conscience. Et là, on affiche aussi 11 secondes. Ce n'est pas pour dire que chaque 11 secondes, vous allez constater dans votre système que vous êtes cryptoloqué. Non, mais c'est vu dans les statistiques que le temps moyen pour que vous puissiez constater la présence d'un ransomware dans votre système, c'est de 280 jours à peu près. Donc, plus de plusieurs semaines, des mois. Donc, chaque 11 secondes, c'est peut-être l'approximation du temps des attaques qui ont lieu, mais pour pouvoir constater ces attaques, mais ça prend plus de temps. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'on est quasi permanemment attaqué. Et on n'ignore pas non plus aujourd'hui l'impact de tout ce qui est phishing dans le monde de la cybersécurité. Parce que parlons même des ransomware, généralement, l'élément clé d'un ransomware, c'est d'avoir des accès, c'est d'avoir des identifiants. Et tout ça, ça passe parfois par du phishing, un utilisateur qui se fait ficher sur un site. Et c'est comme ça que les attaquants, ben, ils ont les accès qu'ils veulent. Donc, toutes ces menaces suscitent vraiment de l'attention et il faut réfléchir de manière à pouvoir pas forcément obtenir 0% du taux d'attaque, mais quand même faire le maximum pour pouvoir limiter donc la vraisemblable en fait de ces attaques. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons un outil simple pour pouvoir donc ne serait-ce qu'améliorer la posture cybersécurité de votre entreprise. Et il s'agit donc d'un gestionnaire de mots de passe. Alors, qu'est-ce qu'un gestionnaire de mots de passe? C'est tout simplement un logiciel qui représente un coffre-fort qui va donc venir stocker tous les identifiants qui sont utilisés au quotidien par un utilisateur. Donc, nous allons aborder donc, les avantages que peuvent donner l'utilisation d'un mot de passe. La première chose, c'est qu'automatiquement, avec un mot de passe, on a la possibilité d'avoir un mot de passe unique sur chacun des comptes. Donc, c'est fini l'époque où voilà, on doit mémoriser des tonnes de mots de passe parce que c'est ça qui fait que l'utilisateur, il ne veut pas s'embêter, il n'a qu'un seul mot de passe qu'il partage partout. Avec le gestionnaire de mots de passe, étant donné que les mots de passe sont stockés et gérés par ce gestionnaire, on a la possibilité donc d'avoir un mot de passe unique sur chaque compte, sur chaque site web, sur chaque application que nous avons. En plus de ça, on a la possibilité d'accroître la complexité de ces mots de passe-là. Donc, que ce soit des mots de passe avec des caractères alphanumériques, avec des majuscules, des minuscules. Donc, en toute cette complexité, ben, on a maintenant la latitude de le faire, sachant que, voilà, on n'aura pas à s'en faire à se rappeler forcément de ce mot de passe. Et ça, c'est vraiment un avantage. Et aussi, dans la catégorie des avantages qui n'est pas négligeable du tout, c'est la capacité d'autocomplétion dont est souvent doté les gestionnaires de mots de passe. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous vous connectez, par exemple, vous voulez vous connecter, par exemple, la première fois sur une application, sur un site qui vous demande de créer votre compte, eh bien, avec le gestionnaire de mots de passe, vous allez non seulement générer le mot de passe complexe qu'il faut, le gestionnaire va se charger d'enregistrer ce mot de passe-là et non seulement de faire correspondre ce compte que vous avez créé à l'URL de l'application que vous utilisez. Ce qui fait que, en cas de phishing, lorsqu'un utilisateur reçoit un lien de phishing ou il tombe sur un site web fiché d'un attaquant, eh bien, l'autocomplétion n'aura pas lieu parce que l'URL ne correspondra pas à l'URL officielle ou l'URL authentique de l'application. Je veux parler des URL du genre Office 365 avec un seul F ou bien Google avec 3 O par exemple. Ce sont des petits défauts, mais on ne les aperçoit pas très rapidement et c'est ce qui fait que on devient victime.
Donc, on a la capacité de pouvoir limiter ces failles avec le gestionnaire de mots de passe. Dans le contexte de l'entreprise, avec tout ce qui se partage comme secret, comme identifiant, comme login, mot de passe, que ce soit pour les contextes d'administration ou de suivi, ben, le gestionnaire de mots de passe peut intervenir aussi pour vous permettre de partager de manière sécurisée tous ces identifiants, tous ces secrets-là, afin de limiter au maximum les fuites de données, les fuites de mots de passe, les fuites d'identifiants au sein de l'entreprise et à l'extérieur d'ailleurs. Il y a aussi d'autres avantages qui ne sont pas négligeables, comme l'analyse des mots de passe compromis, le suivi des renouvellements des mots de passe, et cela permet tout simplement de ne plus oublier les mots de passe et de ne plus avoir des post-it qui traînent sous le clavier ou sous le moniteur, parce qu'il y a les attaques qu'on appelle du dumpster diving, qui consiste tout simplement à un attaquant à venir fouiller dans votre poubelle pour voir qu'est-ce que vous avez laissé comme information qu'il peut récolter. Et bien, avec un post-it où il y a un mot de passe quelque part, là, il peut facilement avoir des accès pendant que vous pensez que bon, vous avez jeté le mot de passe, et comme ça, il peut s'introduire dans votre système. Donc, voilà un peu pour parler des différents avantages. Là, on va donc aborder un peu le fonctionnement de manière générique, de manière générale, des différents gestionnaires de mots de passe, mais en se basant beaucoup plus sur l'exemple de Bitwarden. Il faut savoir que en matière de protection, de sécurisation de la donnée, il y a de la cryptographie qui intervient. Et donc, c'est pour cela que il y a des algorithmes de chiffrement qui permettent donc de chiffrer des données pour qu'ils soient stockés afin que n'importe qui ne puisse pas avoir ces données-là en clair et les utiliser. Donc, avec Bitwarden, par exemple, il y a l'algorithme AES-CBC 256, qui est un algorithme éprouvé aujourd'hui, testé, qui est sûr, qui permet donc de chiffrer vos données, chiffrer tout ce qu'il y a comme identifiant, comme mot de passe. C'est cet algorithme-là qui permet de le chiffrer. Et il y a aussi l'algorithme PBKDF, qui est un algorithme de dérivation de clés. Et je vais expliquer aussi un peu. Le principe, c'est que vous avez un mot de passe ou un passe-phrase. À partir de ce mot de passe ou de ce passe-phrase qui est a priori simple, on va dériver une clé de chiffrement qui sera utilisée donc pour chiffrer les données qui seront stockées. Et donc, c'est ça qui est utilisé au niveau des gestionnaires de mots de passe pour garantir la sécurité des données. Il faut savoir que ce chiffrement a toujours lieu sur l'appareil localement. C'est-à-dire que les données en clé ne sont pas stockées quelque part sur un serveur ou même sur le poste. Parce que Bitwarden, par exemple, on a la possibilité d'avoir un serveur sur lequel tous les secrets seront stockés. Mais ces secrets-là sont chiffrés d'abord sur le poste avant d'être envoyés sur ce serveur de stockage-là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Bitwarden, c'est une solution à connaissance zéro, parce que il ne connaît pratiquement rien, en fait, de vos secrets. Tout ce qu'il connaît, c'est des choses chiffrées et que vous avez, vous seul, la capacité de pouvoir déchiffrer. On parle aussi d'authentification forte du 2FA non intrusif, parce que quand, dans l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe, je prends toujours l'exemple de Bitwarden, lorsque c'est une première connexion, lorsque vous venez de commencer à utiliser votre gestionnaire, on a la possibilité de renforcer l'authentification avec du double facteur. Donc, utilisant par exemple la YubiKey, où vous entrez un mot de passe plus la YubiKey pour sécuriser l'accès à votre coffre-fort. Mais une fois que cette authentification est réalisée, toutes les autres fois, ça serait juste par exemple votre mot de passe qu'il faudra entrer. Et c'est pour pouvoir faciliter aussi un peu l'ergonomie, l'expérience utilisateur. Parce que ça serait un peu embêtant après de toujours faire du deux facteurs. Or, le gestionnaire, c'est quelque chose qui est utilisé peut-être très, très couramment dans une journée. Et donc, chaque compte
est donc nominatif et emploie donc une clé qui est dérivée du mot de passe que vous avez. Donc, généralement, il y a un seul mot de passe qui est un mot de passe master que vous avez et c'est ça qui vous permet de pouvoir déchiffrer, de pouvoir ouvrir votre coffre-fort de mots de passe, de secrets et pouvoir l'utiliser. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, c'est quoi? C'est que les données sont stockées de manière chiffrée et sont partagées de manière confidentielle, de manière sécurisée par des méthodes qui sont approuvées lorsqu'on utilise justement des gestionnaires de mots de passe. Donc, c'est plus de sécurité et vous êtes les seuls à avoir accès à vos données. Donc, ces données que vous avez stockées dans votre gestionnaire de mots de passe, généralement, aujourd'hui, c'est pas que les mots de passe, il peut y avoir d'autres données aussi, hein, des cartes bancaires, plein de données confidentielles que vous voulez stocker. Vous êtes les seuls à pouvoir avoir ces données-là et vous ne pouvez pas, enfin, il n'y a pas un mécanisme où voilà, on oublie, puisque c'est le seul mot de passe que vous avez, votre mot de passe master, qui vous permettra d'ouvrir votre coffre-fort. Il n'y a pas vraiment un mécanisme par défaut qui permet de dire voilà, j'ai oublié ce mot de passe là, il faut que je le recouvre. Mais il y a des possibilités qu'on peut mettre en place, on pourra en discuter après, de manière urgente où on a quand même la possibilité de pouvoir recouvrir en fait les accès à son coffre-fort au cas où vraiment il y a une perte de son mot de passe principal. Et donc, généralement, les gestionnaires de mots de passe sont conçus donc, pour vous faciliter la tâche au quotidien et en plus de la sécurité que ça vous apporte donc, sur les différents aspects que j'ai abordés. Donc, je vais laisser Adrien continuer avec la démo et d'autres explications intéressantes sur les gestionnaires de mots de passe. Merci Mansou. Alors, du coup, je vais passer à la démo, effectivement. Pour ceux qui se poseraient la question, du coup, aujourd'hui, on propose 2 gestionnaires de mots de passe. Je vais vous faire la démonstration de un seul. L'objectif, c'est de vous faire une explication avec un cas d'usage un petit peu concret. Alors, pour ça, j'ai décidé de vous faire la démonstration avec un téléphone qui va être représenté ici sur la gauche et mon navigateur web classique, donc ici Firefox, sur lequel j'ai installé l'extension Bitwarden. Donc je suis déjà connecté ici sur mon coffre-fort, sur mon mobile. On pourra regarder à la fin de la présentation, si ça vous intéresse plus en détail, comment est-ce qu'on se connecte sur cette application sur mobile. Et je vais générer du coup un mot de passe pour me connecter sur un compte. Je vais m'inscrire en fait sur un compte qui est ici le playground de YubiKey. Et on va essayer de se reconnecter après derrière et de dérouler cette petite démonstration. Donc ici, j'aimerais bien générer un compte, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc je peux commencer par ajouter un élément à mon coffre-fort. Donc par exemple Yubico Playground Demo. Je vais avoir un nom d'utilisateur, test user demo MD6 par exemple. Et ici, j'ai la possibilité soit de générer un mot de passe complexe et robuste, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est des mots de passe qui sont assez conséquents, on peut ajuster la longueur. Et dans un contexte en entreprise, on peut forcer aussi un nombre de caractères et de chiffres, de caractères spéciaux et de chiffres maximal. Alors pour ceux qui n'avaient pas compris, je manipule pour le moment sur mon clavier, c'est pour ça que je baisse les yeux. Enfin, sur mon téléphone, pardon. Et plutôt que de sélectionner ce mot de passe, moi je vais enregistrer un mot de passe à la main que je vais taper, qui est un mot de passe du coup qui est pas très sécurisé. Ça va être password 1, 2, 3, 4. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer après la fonctionnalité de Bitwarden de détecter au sein des mots de passe qui sont partagés dans votre organisation ou qui font partie de votre coffre-fort, ceux qui ne sont pas sécurisés, combien de fuites il y a déjà eu sur ce genre de compte, sur ce genre de mot de passe. Et donc,
c'est pour ça que j'ai sélectionné ce mot de passe qui est pas sécurisé. Donc là, Bitwarden m'a fait l'autocomplétion, mais en réalité, je ne suis pas inscrit. Donc, je vais vouloir m'inscrire. Donc, c'est aussi simple que ça. Je sélectionne le mot de passe et le compte parce qu'il m'a été proposé. Et je m'enregistre. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû supprimer. Password 2, 3, 4. J'ai dû rajouter un 4 en trop. Ok. Voilà. Donc là, j'ai créé mon compte sur le Playground YubiKey. Maintenant, l'idée, ça serait de potentiellement pouvoir récupérer ces identifiants sur mon desktop. Alors, pour le moment, mon client d'extension desktop n'a pas synchronisé son petit coffre. Il le synchronise à intervalles réguliers. Et maintenant que j'ai forcé la synchronisation, j'aurais pu attendre 1 minute et ça l'aurait synchronisé tout seul. J'ai accès, du coup, à mon compte de test. Je peux me connecter sans avoir à renseigner le mot de passe. Donc, je vais vous le refaire. On est déconnecté, on a la page qui s'affiche. Soit on force l'autocomplétion automatique via l'extension, soit simplement on sélectionne les credentials qu'on veut utiliser pour se connecter et on se connecte. Là maintenant, j'ai accès à mon compte de Playground du Wiki. Donc c'est un site qui permet de faire des démonstrations de TOTP, de choses comme ça. Et là, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer un compte TOTP sur mon compte YubiKey. Donc pour faire ça, je vais resélectionner mes identifiants. Je vais aller les modifier. Et dans la section TOTP, ici, vous voyez, j'ai un petit appareil photo. Je vais pouvoir le sélectionner, faire flasher, hop là, faire flasher tout simplement mon QR code et j'aurai mon TOTP. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a ramené. Voilà. Voilà. J'enregistre mon TOTP. Et maintenant, j'ai mon TOTP qui défile. Donc, toutes les 30 secondes, ce code va changer. Et maintenant, il est enregistré dans Bitwarden. Donc, ça veut dire qu'il est sécurisé. Il n'est pas sur mon téléphone, il n'est pas sur mon ordinateur. Il existe de manière chiffrée sur mon téléphone et sur le serveur, mais mon ordinateur ne l'a pas stocké en clair. Donc ça, c'est un des intérêts majeurs de l'avoir dans Bitwarden. Maintenant, si sur mon téléphone, je me déconnecte, je tente de me reconnecter à la même page, le token TOTP est disponible tout de suite via l'application. Je peux simplement le copier, le renseigner. Hop, voilà. Et je suis connecté. OK. Donc maintenant que j'ai enregistré mon compte, je vais vous montrer un peu rapidement l'interface. Donc ici, je vais avoir la liste de tous mes identifiants, triés sans ordre apparent, sans particularité c'est trié par ordre alphabétique et sans plus. Je peux créer des dossiers dans lesquels je vais être capable de ranger certaines credentials, ou alors je peux partager du coup avec d'autres collègues, par exemple, une note sécurisée, mais on va être capable aussi de renseigner des identifiants, des cartes de paiement. Ça, c'est important, par exemple, quand vous avez plusieurs acheteurs au sein de la même entreprise. Ça évite qu'il y ait des cartes de paiement qui traînent un peu partout, qui soient accessibles par n'importe qui. On va pouvoir renseigner des identités. Donc, ça, c'est là pour répondre, par exemple, à des formulaires nom, prénom, email, numéro de téléphone, adresse et ainsi de suite. Ça permet de renseigner automatiquement toutes ces informations-là et de gagner un petit peu de temps. Et les notes de sécurité, c'est simplement une note sur laquelle vous pouvez faire des pièces jointes, rajouter les champs et enregistrer tous les éléments dont vous auriez besoin. L'interface, c'est ça qui va nous intéresser. Elle est accessible aussi, du coup, en web. En web, vous avez toujours besoin de votre mot de passe maître pour déverrouiller votre application. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais sur le mobile, j'ai utilisé mes empreintes digitales pour déverrouiller mon coffre-fort. À la première connexion sur cet appareil, par contre, j'ai dû utiliser une clé YubiKey
qui est sur mon porte-clés. Et donc, cette clé YubiKey m'a permis, simplement en NFC, d'enregistrer en 2 facteurs mon compte sur mon téléphone. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être les outils. Donc, on peut venir vérifier les mots de passe qui ont été enregistrés. Et du coup, on voit ici, je vais peut-être zoomer un petit peu, que le mot de passe a été exposé un peu plus de 24 000 fois. Donc, il s'attend de le changer. Si j'ai des mots de passe qui auraient été réutilisés, qui étaient utilisés sur plusieurs sites ou sur plusieurs comptes, pareil, ici, j'aurais un rapport qui me les afficherait. Mon mot de passe, bien entendu, a été détecté comme mot de passe faible, donc il faudrait le changer. Et on peut avoir aussi des rapports sur des 2 facteurs qui seraient inactifs. Donc, par exemple, si je m'inscris sur un site tel que GitHub ou des sites qui proposent des authentifications de 2 facteurs et que je n'ai pas enregistré de 2 facteurs dans Bitwarden, donc comme le TOTP tout à l'heure du Playground, Bitwarden va me notifier que ce site n'a pas de 2 facteurs enregistrés et qu'il serait intéressant quand même d'augmenter la sécurité de mon compte afin de garantir un peu plus la sécurité des données qui sont derrière l'authentification. Dans les paramètres, on va retrouver les paramètres principaux. On va être capable de changer son mot de passe maître. Donc, ce que disait Mansour tout à l'heure, c'est que le mot de passe maître qui me permet de déverrouiller mon coffre-fort, c'est un mot de passe maître que je ne peux pas réinitialiser sans le connaître. C'est-à-dire que je n'ai pas de bouton mot de passe oublié. Je peux le changer si je souhaite le changer, mais je ne peux pas le réinitialiser par moi-même. En fait, pour donner l'accès à quelqu'un d'autre, pour fournir l'accès à un tiers à notre compte dans l'éventualité où on perdrait notre mot de passe, on a la possibilité de créer un contact d'urgence. Un contact d'urgence, ça va être un utilisateur à qui on va donner le droit de faire la demande finalement d'accéder à notre compte. Donc, par exemple, là, si je rentre l'email d'un de mes collaborateurs, ce collaborateur pourra faire la demande d'accéder à mon coffre-fort. Et cette demande va m'être envoyée par email. Je vais pouvoir répondre sur oui ou sur non. Si je réponds oui, il aura accès immédiatement à mon coffre-fort, sans que j'ai moi rentré mon mot de passe maître. Mais si jamais je ne réponds pas sous 7 jours, automatiquement l'accès lui sera proposé. Donc on peut configurer 7 jours, 14 jours, 30 jours ou 90 jours. Et donc ça, l'idée, c'est si quelqu'un vient à disparaître, parce que malheureusement ça arrive, ou alors si jamais quelqu'un vient à perdre son mot de passe, on peut avoir du coup cette fonctionnalité-là qui permet à moindre mal, on va dire, de récupérer des mots de passe qui sont dans le coffre-fort personnel de cette personne. Puisqu'ici, je vais avoir des mots de passe, des identifiants qui me sont propres, et je vais avoir des identifiants ou des éléments qui sont partagés dans des collections avec mes collègues. Donc, on va pouvoir structurer nos collections, leur donner des noms qui sont cohérents, et leur donner des droits. Par exemple, si je vais sur l'organisation, je peux du coup gérer les collections, voir ce qui est dans le coffre général de l'organisation, parce que moi je suis administrateur de l'organisation. Dans la gestion des outils, je vais pouvoir inviter des personnes. Là, je vais pouvoir créer des collections, des groupes, et sur chaque groupe, je peux donner des accès. Chaque groupe va avoir la capacité soit simplement de consulter les mots de passe, soit de les modifier. Il suffit juste que je décoche cette case. Et on peut aussi empêcher les gens de consulter la valeur d'un mot de passe. Donc ça va être très utile, notamment par exemple pour des groupes de stagiaires. Donc si j'ai des stagiaires dans le service des relations humaines de mon entreprise, j'ai pas forcément envie qu'ils connaissent les mots de passe pour se connecter au logiciel de paye qui pourrait être publié en SaaS sur Internet, ce genre de choses. Donc là, je vais pouvoir les masquer. On va avoir les politiques, et donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie mobile dans la section générateur de mots de passe. On va pouvoir imposer, par exemple, du 2 facteurs. On va pouvoir imposer dans la partie générateur de mots de passe un nombre minimum de caractères spéciaux, un nombre minimum de chiffres, une longueur minimale de mot de passe. On a vu que les mots de passe, en majorité, c'est 8 caractères. Là, déjà, avec 12 caractères, on augmente légèrement la complexité. Dans l'idéal, aujourd'hui, moi, je vous recommanderais quelque chose comme plutôt 21 caractères, si vous le pouvez. Et donc, ça, c'est des fonctionnements qu'on va pouvoir gérer pour un peu améliorer le niveau de sécurité général de l'entreprise, mais en même temps
se rendre conforme aussi avec la politique de sécurité. Une particularité de Bitwarden, je ne vais pas m'attarder dessus et je vais passer après au reste de la présentation, ça va être la possibilité aussi d'envoyer des fichiers de manière sécurisée. Donc là, vous voyez sur mon mobile, j'ai la capacité d'envoyer des fichiers ou du texte, de faire en sorte que, passé un certain délai, ce lien ne fonctionne plus, qu'il y ait un maximum d'accès, un maximum d'ouverture, mettre un mot de passe. Et si je partage ce send avec un collaborateur, automatiquement, il y a l'accès à travers l'interface de Bitwarden. Donc, soit à l'intérieur de son extension de bureau. Il y a un client lourd pour Windows. On a accès en web. Tous les OS sont supportés, iOS, Android, Linux, Mac, Windows, etc. Et donc, ça va être très complet. C'est pensé pour l'entreprise. On a la liste des actions qui ont été menées sur l'organisation au sein de l'outil. On va avoir aussi la capacité d'accéder à une corbeille si jamais on a supprimé des éléments pour pouvoir les restaurer, ce qui peut être pratique. Et donc après, je peux partager un mot de passe. Donc par exemple, je vais prendre mon mot de passe Office 365 là. Je vais être en mesure de le partager à mon organisation. Donc ici, je fais déplacer vers l'organisation et je dis par exemple que je veux le déplacer dans la section dev. Hop, j'enregistre. Et mes collègues qui auraient accès à cette collection dev pourront utiliser ce mot de passe. Peut-être ce login mot de passe, peut-être sans connaître un mot de passe. Voilà. Donc, si on veut faire une connexion sur Microsoft, de la même façon que tout à l'heure sur le site, on va dire un petit peu jouet, ici, je vais pouvoir me connecter sans avoir à connaître le mot de passe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Là, j'ai un authenticateur mobile sur mon téléphone qui me dit « Coucou, est-ce que c'est bien toi ?» Voilà. Et je suis connecté. Voilà un petit peu pour la démonstration de Bitwarden. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra repasser sur la présentation de l'outil par la suite et rentrer peut-être plus dans certains détails. Alors, hop, voilà. Donc, les deux outils que nous proposons aujourd'hui chez MD6 sont Keeper et Bitwarden. Alors, les différences majeures, c'est que Keeper aujourd'hui est hébergé chez AWS. On peut sélectionner AWS Europe pour rester conforme au RGPD. Bitwarden, lui, va pouvoir être installé au sein de votre entreprise, sur vos propres infrastructures, ou alors être utilisé en SaaS. Les deux outils ont beaucoup de niveaux de compliance. Donc, on va retrouver de l'ISO 27001 pour Keeper et du Privacy Shield, qui est en fait une norme européenne du côté de Bitwarden. La norme HIPAA, c'est simplement une norme de données de santé, mais des États-Unis. Et les deux outils subissent des audits et des certifications du coup de sécurité avec des normes de l'autorité de certification AICPA. Donc, c'est une autorité de certification américaine qui vient auditer et authentifier la sécurité des différents outils qui lui sont soumis. Et donc, les deux outils ont une norme de type SOC 2, type 2, qui est déjà quand même quelque chose de très correct. Et Bitwarden bénéficie aussi d'une norme SOC 3. Donc ça permet d'avoir une première garantie sur le niveau de sécurité de ce genre d'outils. C'est regarder et faire bien attention aux certifications que ces outils possèdent. Le deuxième point fort pour Bitwarden, ça va être sa capacité, le fait qu'il soit open source. Un outil open source va pouvoir être audité librement par n'importe quel acteur sur Internet, dont des chercheurs en cybersécurité. Et donc ça garantit à minima une réactivité et un niveau de sécurité important, puisque dès qu'il est beaucoup utilisé, son code est beaucoup audité régulièrement par des amateurs et aussi par des professionnels. Je ne vais pas vous faire l'affront de lire la suite. Ce qui va être important, c'est que les deux outils vont proposer autant de fonctionnalités. Après, sur le reste, on va avoir du coup des extensions dans les navigateurs web. Pour la majorité des navigateurs web,
les plus populaires que vous pourriez utiliser. On va avoir des applications Android, des applications lourdes sur Windows, sur Mac, sur Linux. Les deux vont supporter des mécanismes d'authentification deux facteurs, du coup, tels que les clés YubiKey, mais aussi des mots de passe TOTP, comme celui qu'on a enregistré tout à l'heure dans Bitwarden, qui change toutes les 30 secondes, pour garantir, du coup, que votre coffre-fort est bien sécurisé. Par rapport aux autres solutions du marché, et donc pourquoi est-ce qu'on aurait sélectionné ces deux outils-là tout particulièrement, comme je vous l'ai dit, Bitwarden peut s'installer chez vous. Keeper, non. Keeper est simplement en offre SaaS. La principale différence, ça va se trouver aussi sur le temps d'installation, le temps de onboarding. Mais sinon, pour le reste, ils vont fonctionner globalement comme la majorité des gestionnaires de mots de passe. Donc, qu'est-ce qui les différencie vraiment? Déjà, contrairement aux gestionnaires de mots de passe de votre système Android, Mac, Chrome, Firefox, tous les gestionnaires de mots de passe qui sont intégrés à des machines ou à des navigateurs web, ces gestionnaires de mots de passe que je vous ai présentés sont déjà audités régulièrement. Et ensuite, comme ils ont une notoriété qui est un peu plus faible, il y a moins de tentatives de piratage, il y a moins de failles qui sont trouvées. Donc, ils sont moins souvent compromis. L'avantage aussi, c'est que contrairement si votre machine est compromise, votre coffre-fort Bitwarden n'est pas compromis. Alors que si votre machine est compromise, les mots de passe qui sont dans votre navigateur Chrome ou Firefox, eux, sont compromis, puisqu'un attaquant pourrait les récupérer, déchiffrer le contenu du fichier ou prendre le temps de déchiffrer le contenu du fichier. C'est le même reproche qu'on va faire à des logiciels comme KeePass, qui fonctionnent en hors ligne, avec des fichiers qui vont venir, du coup, servir de coffre-fort. Et ces fichiers, déjà, on ne peut pas partager le mot de passe avec des collaborateurs, on est obligé de partager tout le coffre-fort, ce qui est un petit peu dérangeant. Mais en plus, du coup, s'il est récupéré par un attaquant externe, l'attaquant externe pourrait faire des tentatives de mot de passe dessus autant qu'il veut. Il a tout le temps. Il pourrait passer 2 mois, 3 mois, 1 an à essayer de brute forcer votre fichier de mot de passe. Et après, jackpot, il aura accès à tous vos comptes. Donc, KeePass fonctionne bien pour une utilisation personnelle, mais vraiment pas adapté à une utilisation en entreprise, en tout cas à notre avis. On va pouvoir retrouver aussi des concurrents à Keeper, donc notamment LastPass, NordPass, Dashlane, OnePassword. Ce qu'il faut souligner, le plus important, c'est que la plupart de ces gestionnaires de mots de passe ne donnent pas leur lieu d'hébergement. Vous allez avoir certains qui vont vous dire « Ah oui, on est hébergé dans certains data centers et en offre enterprise, vous avez le droit de savoir où est-ce que vous êtes hébergé et de déplacer vos données. » Mais dans beaucoup de cas, vous ne savez pas s'il y a des échanges avec d'autres serveurs, notamment pour le backup. Vous ne savez pas si cette entreprise elle est soumise du coup à des lois telles que le Cloud Act ou le Patriot Act. Et la plupart du temps, on n'est pas capable de vérifier si les données sont réellement chiffrées à l'intérieur des coffres-forts de ces solutions. En général, elles essayent d'être très transparentes, mais on n'a pas la possibilité de le vérifier. Chez Keeper, nous, la différence principale, c'est qu'on a des interlocuteurs français et américains, des partenaires en direct à qui on a été capable de poser des questions, qui sont capables de nous répondre, de nous donner des éléments un peu plus concrets que simplement leur bonne foi. Et donc, c'est pour ça qu'on fait plus confiance aujourd'hui à Keeper qu'à d'autres gestionnaires de mots de passe. Un quatrième gestionnaire de mot de passe peut-être que vous pourriez utiliser aujourd'hui, qui s'appellerait PassBolt, qui est un outil open source qui ressemble un petit peu dans l'idée à Bitwarden. L'inconvénient, c'est que... Enfin, l'inconvénient. Cet outil n'a pas eu d'audit récent, à ma connaissance, sur son code, donc on ne connaît pas le niveau de sécurité. Par contre, actuellement, il est quand même utilisé par le Grand-Duché du Luxembourg. Il y aura quelques fonctionnalités en moins par rapport à Bitwarden. Nous, on ne l'a pas sélectionné parce que franchement, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont très intéressantes dans Bitwarden, notamment par exemple ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'analyse des mots de passe faibles, le nombre de mots de passe qui sont réutilisés, ce genre de choses, qui, à ma connaissance, n'existent pas dans PassBolt. Alors, je vais accélérer un petit peu.
Aujourd'hui, on vous a parlé pas mal de, du coup, Bitwarden et les clés YubiKey. Donc, les clés YubiKey, c'est ce genre de petites clés, comme indiqué en bas de l'écran. Ça va être des clés qui existent au format du coup USB-A, USB-C, Lightning et NFC. Il y a même une version avec des empreintes biométriques maintenant. Et on va pouvoir les utiliser sur PC, mobile, tablette, comme deux facteurs nominatifs forts. Et comme ce token, il est vraiment personnel, personne ne peut en avoir une copie, personne ne peut récupérer les données qui sont dessus, c'est sécurisé par un chip hardware qui est vraiment sécurisé dessus. Personne ne va être capable de se faire passer pour moi en utilisant cette clé comme moyen de facteur. C'est-à-dire que même si on récupère mon mot de passe principal, mon identifiant principal, cette clé n'est pas falsifiable. Elle n'est pas falsifiable, c'est surtout quand on va l'utiliser en FIDO2. Si on l'utilise en TOTP, on pourrait avoir une attaque de phishing et quelqu'un pourrait récupérer le petit token qui change toutes les 30 secondes. Mais en FIDO2, qui est le protocole privilégié d'utilisation des clés YubiKey, on va être capable de garantir que le payload qui est envoyé au serveur pour nous authentifier n'est déchiffrable que par le serveur. Et donc, des attaques man in the middle ou la récupération, du coup, en interceptant le payload entre l'ordinateur ou le mobile et le serveur de gestionnaire de mot de passe, ne servirait absolument à rien. Donc ça rend la combinaison Bitwarden et YubiKey un combo, si vous voulez, qui rend l'accès au mot de passe dans Bitwarden quasiment impossible à hacker. La seule façon de pouvoir récupérer des données qui seraient protégées à cette combinaison d'outils, ça serait de récupérer physiquement la clé de la personne et d'avoir ainsi accès à son login mot de passe. Nous, la recommandation qu'on a chez MD6, c'est vraiment de mettre ces clés sur vos clés de maison ou vos clés de voiture. C'est quelque chose de très personnel qu'on a toujours sur soi, qu'on se fait rarement voler, et quand on les perd, on est au courant tout de suite. Voilà. C'est ce qui rend un petit peu cet écosystème intéressant et pertinent. Pour terminer un petit peu la présentation, avant de passer aux questions-réponses, je vais balayer rapidement notre démarche en cybersécurité en général. Aujourd'hui, il y a 2 points importants. MD6 est inscrite sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, c'est-à-dire que si parmi vous, quelqu'un devait se faire pirater demain ou subir un incident de cybersécurité, vous pourriez faire la déclaration sur cybermalveillance.gouv.fr et sous un peu moins d'une heure, n'importe quel acteur enregistré sur cette plateforme est capable de vous aider, de dispatcher des ressources pour vous accompagner. Donc c'est géré par l'État et c'est une plateforme, du coup un portail de déclaration d'incidents, de démarches, d'échanges avec un ou plusieurs partenaires cyber. Et le deuxième point important, c'est l'icône à droite. Donc ça va être France Relance. On est référencé du coup aussi en tant qu'intervenant dans le cadre de France Relance pour mener à bien, notamment par exemple, des audits de cybersécurité au sein de vos structures, si vous êtes éligible à des budgets ou à du coup l'utilisation de France Relance. C'est surtout pour les structures publiques. Donc, en général, en cyber, on va commencer par auditer vos systèmes pour être capable de déterminer quel est le degré de sécurité de votre SI, quels sont les éléments à prioriser en termes de sécurisation. On va être capable aussi, via un partenaire, de vous faire des tests d'intrusion sur des points particuliers de votre système d'information. Et suite à tout ça, on va être capable du coup de vous donner une liste de recommandations qu'on sera ou pas capable de traiter, mais qui vous donnera une idée de ce qu'il y a à faire pour améliorer le niveau de sécurité de votre entreprise. On va être capable aussi du coup d'anticiper les menaces, donc avec des solutions traditionnelles, notamment on va essayer de faire mettre en place des firewalls, de renforcer l'authentification avec des clés YubiKey, d'améliorer la sécurité de la sauvegarde. C'est tout ce qu'on va retrouver comme outillage essentiellement. Là-dessus, on va être capable aussi de vous accompagner sur toutes les problématiques de RGPD, la mise en conformité RGPD et tout cet écosystème. On propose de la veille,
du suivi, de l'infogérance et de l'intégration d'outils qui peuvent être parfois complexes à utiliser, comme des EDR ou des CIEM. Et on est aussi capable du coup de vous faire de l'assistance technique. Comment est-ce qu'on vous accompagne? On essaye de faire comme sur le reste des thématiques qu'on aborde chez MDC, c'est-à-dire être pragmatique avant tout. L'objectif, ça ne va pas être de vous vendre la fusée Ariane en cybersécurité, ça va être de comprendre vos engagements, vos besoins, votre budget. Et face à tout ça, réagir correctement avec des solutions qui sont appropriées dans la mesure de ce qu'on est capable de maîtriser, bien entendu, mais toujours en étant cohérent par rapport à vos besoins. Ces solutions, du coup, on va venir les intégrer, on va vous faire des transferts de compétences dessus et on va faire un suivi. Ça va être vraiment notre objectif, c'est d'établir des relations de proximité, des relations durables. Et pour ça, du coup, on essaie d'être intelligent et de vous fournir des outils et des solutions qui vont être pérennes dans le temps et sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner sur du long terme. Voilà. J'espère que j'ai réussi à capter votre attention. Je suis capable de répondre à toutes les questions. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question, je vais commencer à y répondre. Bitwarden est gratuit on-premise ou aussi soumis à un abonnement? Alors, Bitwarden, même s'il est open source, est fourni. Alors, vous pouvez l'installer gratuitement pour des besoins personnels, mais en entreprise, il y a une notion de licensing quand même qui intervient. L'objectif, c'est de faire vivre la solution pour qu'elle soit pérenne, pour qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités. Et du coup, quand on est en solution entreprise, on a accès à des fonctionnalités supplémentaires. On va pouvoir, par exemple, se synchroniser sur un Active Directory. On va pouvoir accéder à des intégrations SSO, pouvoir faire du reset de mot de passe via les administrateurs, enfin, ce genre de choses. Et donc, là, il y a un abonnement de 5 $ par mois par user. On a une version un peu plus abordable, peut-être pour certains, à 3 $. Mais normalement, dans un contexte en entreprise, on n'est pas censé utiliser la version personnelle. Et la version personnelle, elle est gratuite jusqu'à 2 comptes ou un compte. Voilà, un compte. Si vous voulez essayer la solution, on peut faire un free trial chez vous avec la version entreprise, comme ça vous testez toutes les fonctionnalités entreprise. Si jamais vous voulez déjà de votre côté avant tester, vous pouvez installer aussi la version personnelle et vous faire votre propre avis sur l'outil. Voilà, c'est assez simple d'utilisation, tout est bien documenté et sinon on est à votre disposition pour toute question. Alors, une autre question plutôt sur les YubiKey. Comment s'y retrouver dans la gamme YubiKey? Quel modèle privilégier? Alors, est-ce que je peux retourner? Ouais, on va faire comme ça. Ah oui, j'étais sur démo. 3W. Donc effectivement, il y a plusieurs modèles qui sont disponibles aujourd'hui chez Yubico. L'idée, c'est de couvrir au maximum vos utilisateurs en adoptant un modèle ou plusieurs modèles de clés qui seront les plus polyvalents possibles. Puisque là, je vous ai montré le cas d'usage avec Bitwarden, mais on peut venir sécuriser aussi Office 365 sans mot de passe avec la clé. On va pouvoir aussi se connecter sans mot de passe à des postes Windows, simplement avec un PIN. En fait, la clé est capable de fonctionner en mode carte à puce. Et en mode carte à puce, vous branchez simplement la clé sur votre ordinateur, vous rentrez un code PIN que seul vous connaissez, que vous pouvez réinitialiser à la volée aussi, enfin changer à la volée, pardon, et vous appuyez simplement sur la clé, il y a une petite zone capacitive ici, et quand on touche, la clé détecte une présence, c'est juste pour indiquer que ce n'est pas un robot qui utilise la clé, et vous êtes connecté sur votre session Windows ou Office 365. Dans Office 365, ça va être le petit bouton, en fait, quand vous allez vous connecter, vous allez avoir un petit bouton « Utiliser une clé de sécurité ». Ça fait un moment qu'elle est là, elle est présente sur tous les niveaux de souscription Office 365. Ça existe aussi pour ceux qui auraient G Suite, ça existe aussi avec G Suite. Et donc en fait, là, hop, je vais essayer de brancher ma clé. Est-ce qu'il va me proposer... Non, il ne va pas me le proposer. Je vais faire plus. Voilà.
Et là, dans options de connexion, je peux utiliser une clé de sécurité pour me connecter directement sur le compte sans avoir à entrer le mot de passe du compte. Ce qui est vraiment bien pour des utilisateurs qui ont des soucis avec des mots de passe qui changent tous les 90 jours, ce genre de choses. Donc, par exemple, si vous avez beaucoup de mobiles, essayez de privilégier les clés avec NFC, parce que vous allez pouvoir utiliser les clés en sans contact, même si la connectique USB n'est pas adaptée. Par exemple, du coup, là, sur le téléphone Android que j'ai, je peux plaquer la clé à l'arrière de mon téléphone et l'utiliser en FIDO2 ou pour lire des mots de passe TOTP qui pourraient être stockés dessus directement en sans fil. Si vous avez des PC récents avec des ports USB-C, bah plutôt des ports USB-C. Et vous pouvez en avoir plusieurs avec des modèles différents, même pour une seule personne. Voilà. L'idée, c'est au moins une clé par personne, de préférence 2 pour toutes les personnes qu'on va considérer VIP dans l'entreprise, donc DSI, RSI, DRH, ce genre de personnes. Et après, un petit peu de spare, si jamais vous avez du mouvement avec des stagiaires, avec des gens qui pourraient perdre leur clé, pour pouvoir leur redonner une clé et qu'ils aient à nouveau accès à leur compte. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Encore une petite question. Et l'installation via les installeurs de GitHub, c'est compliqué à maintenir. Est-ce que cette question concerne Bitwarden ou est-ce que cette question concerne plutôt l'écosystème qui vient avec les clés YubiKey? J'imagine que c'est plutôt Bitwarden. Alors, hop. On va aller dans la documentation. Get started. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça va être le Help Center. Et ici, On-Premise Hosting, Deploy. Donc, on peut le déployer sur Linux ou sur Windows. Et sur Linux, ça va être simplement un script que vous allez télécharger. Ce script va prendre en argument, par exemple, la mise à jour de l'ensemble de conteneurs. En fait, ça fonctionne avec des conteneurs Docker qui vont se télécharger automatiquement et se relancer automatiquement. Donc, c'est une ligne de commande à exécuter, on va dire, tous les 2-3 mois pour faire la mise à jour de l'outil. Il n'y a quasiment aucune autre interaction à faire avec le script qui gère le déploiement de l'outil. L'outil fait automatiquement des dumps de bases de données journaliers. Vous pouvez du coup simplement faire un snapshot ou une sauvegarde de votre machine et vous aurez un dump récent de la base de données. Donc si jamais il y a un souci, le disque est corrompu, etc., vous pouvez repartir sur les données qui auront été sauvegardées. Et sur Windows, ça va être simplement pareil, un installeur, un petit script. Et ce petit script va prendre les mêmes arguments que sur Linux. Donc, on a une commande d'installation pour la première fois. Où vous allez devoir renseigner quelques valeurs comme l'URL, si vous voulez un certificat Let's Encrypt qui se renouvelle automatiquement, ce genre de choses. Et suite à ça, vous allez simplement pouvoir le mettre à jour en faisant update. Tout est bien documenté ici. Là, update. Donc sur Linux et sur Windows, on va avoir des comportements similaires et simplement le script se met à jour lui-même pour savoir quelle nouvelle version il faut qu'il télécharge et après on fait update et tout se met à jour tout seul. Voilà. C'est assez simple à utiliser, c'est assez simple à déployer. Le plus complexe, ça va être d'intégrer vraiment les utilisateurs, d'intégrer les mots de passe existants. Alors en sachant que du coup, ici dans mon coffre et dans mon compte, on va être capable d'importer des données. Donc on peut importer des données de un peu plus de 49 sources. Donc c'est pas mal si vous utilisez déjà un gestionnaire de mot de passe, si vous voulez importer vos données Chrome, Firefox, etc. pour arrêter de les stocker dans Chrome et dans Firefox puisqu'elles ne sont pas sécurisées. Et ça va être le plus long en termes d'installation de cette solution. Voilà. Donc la version open source, c'est exactement la même version que celle qui est proposée à l'installation dans la documentation ici.
C'est le même code source. C'est juste que vous allez injecter un fichier de licence qui va venir déverrouiller des fonctionnalités quand vous êtes dans un contexte d'entreprise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a fait le tour? Ah. De rien. Pour information, pour ceux qui se poseraient la question, l'application d'Ubiti telle que vous l'avez vue ici dans la présentation sur mon téléphone Android ne peut normalement pas être enregistrée. C'est-à-dire que l'écran que vous voyez à gauche, c'est bien mon téléphone actuellement en temps réel. Mais si demain vous téléchargez l'application Bitwarden depuis l'App Store ou depuis le Play Store, vous ne serez pas en mesure de faire la même chose. Vous aurez un écran noir. C'est-à-dire que l'application, par défaut, va venir bloquer les screenshots et les enregistrements d'écran. Donc, d'autres applications sur votre téléphone ne peuvent pas venir compromettre ce qui pourrait être stocké ou affiché dans Bitwarden. Et pour permettre cet affichage possible, moi, j'ai dû reprendre la version, du coup, le code open source de l'application, le modifier et le recompiler pour préparer la démonstration d'aujourd'hui. Donc, si demain, vous téléchargez la version mobile officielle sans la modifier et qu'une application tierce sur votre téléphone essaye de récupérer les informations qui pourraient être affichées, ça ne fonctionnera pas et ça ne sera pas exploitable. Voilà. C'est une mesure de sécurité supplémentaire. Voilà. Donc, j'espère que la réunion d'aujourd'hui vous aura été intéressante et instructive. Vous retrouvez ici nos informations de contact. N'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez toute question ou toute demande pour l'intégration ou le test de ces outils. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur la partie d'Ubiti, sachez qu'avec le lien qui vous sera fourni par email suite à ce webinaire, on a également fait un webinaire par le passé sur les clés d'Ubiti et sur les risques du phishing aujourd'hui en entreprise. Très bien. Bah, écoute, merci Adrien, merci Mansou pour votre présentation. Merci à vous tous pour votre présence, votre écoute. J'espère que notre webinaire vous aura permis d'appréhender ou de conforter des informations concernant cette problématique du coffre-fort. Et puis, à tous, au nom de l'équipe, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que nous entendrions plus depuis. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Nous aussi, on vous remercie et on vous dit à très bientôt. Voilà, merci bien.